Avec nous pour ce match des idées, Patrick Le Yarrick, député européen, directeur du journal L'Humanité et auteur de ce livre, et nos frères pourtant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pierre Aski, bonsoir et bienvenue bonsoir. Également, président de Reporters sans frontières et auteur de ce livre, Les années 50 et si la guerre froide recommençait. Cette réussite du mondial est-elle aussi celle de Poutine? Regardez ce qu'a déclaré le président de la FIFA lors de sa visite au Kremlin. Nous sommes tous tombés amoureux de la Russie, nous avons découvert un pays que nous ne connaissions pas. Toutes les peurs que certains tentaient d'attiser avec cette Coupe du Monde ne se sont pas réalisées. Ça a été l'exact opposé. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'à l'issue de cette compétition, il y aura effectivement un changement de regard sur la Russie, Patrick Le Yarrick? Ça, on ne sait pas. C'est vrai que l'image était dégradée. C'est vrai qu'il y avait des craintes. On a en mémoire les hooligans au moment de l'Euro. On a en mémoire des propos homophobes et racistes dans les stades. Et on n'oublie pas non plus les atteintes aux libertés qui se sont déroulées avant le mondial et malheureusement pendant le mondial, puisqu'il y a aujourd'hui Monsieur Sentsov qui est toujours en grève de la faim pour protester contre son incarcération. Donc on ne sait pas si l'image va changer. Ce qui est vrai, c'est que l'organisation du mondial est réussie. Plus que l'organisation, c'est, semble-t-il, toute l'image de la Russie qui en ressort un peu grandie, Pierre Aski. Alors, moi, j'avais détourné la célèbre plaisanterie juste avant le début du mondial, qui était le football, c'est 11 joueurs qui affrontent 11 joueurs, et à la fin, alors dans la blague, c'est l'Allemagne qui gagne. Là, j'avais dit, c'est Poutine qui gagne. Ah. De fait, c'est Poutine qui a gagné son opération. C'est la France qui a gagné, fort heureusement. Ah oui, ça là-dessus, on est d'accord. Ça, on le sait maintenant. Mais Poutine en sort effectivement vainqueur parce que il avait beaucoup à gagner. Effectivement, il a une image dégradée depuis... En gros, 2014, pour faire court, depuis l'annexion de la Crimée, depuis... en Occident, vous voulez dire, ou sur le plan intérieur? En Occident. Non, sur le plan intérieur. La Crimée a été une opération politique extrêmement importante. Non, je parle sur le plan international et sur le plan de son image internationale. Là, la Coupe du Monde, c'est une opération de soft power pour tout pays qui l'organise. À raison de plus pour un pays qui a des problèmes d'image et qui cherche à l'améliorer. Et effectivement, ce qui a été frappant, c'est qu'ils ont réussi à maîtriser à la fois la logistique de la Coupe, ça c'est clair, mais aussi la question des hooligans. On se souvient quand même en France, pendant l'Euro en 2016, il y avait eu des sacrés problèmes avec les hooligans russes, je crois que c'était à Marseille. Et là, on n'en a pas entendu parler pendant toute cette coupe. Et puis, Poutine a fait une opération diplomatique. Il a reçu en tête-à-tête 20 chefs d'État pendant toute la durée du mondial, puisque de nombreux chefs d'État se sont succédés pour assister au match de leur équipe. Parmi eux, effectivement, Emmanuel Macron, qu'il a rencontré en tête-à-tête hier. Ce qui est une manière assez intéressante, parce que, souvenez-vous, quand il y a eu l'affaire Skripal en Angleterre, il y a eu une sorte de rumeur de boycott, et finalement les Anglais ont dit ok, on n'envoie aucun officiel, pas même un prince quelconque à Moscou pour assister au match. Et à l'arrivée, ça n'a eu aucun impact, c'est-à-dire que, y compris sur le plan diplomatique, Poutine a fait le carton plein. Et Emmanuel Macron n'est pas la moindre des prises, puisqu'il y est allé pour la demi-finale, puis pour la finale. Donc c'était quand même, je pense, assez significatif. Patrick Le Yarrick, ça vous fait changer d'avis? Il y a une vraie victoire de Poutine derrière cette compétition, à la fois diplomatique, et peut-être aussi sur le plan intérieur? Une victoire de Poutine, c'est... Oui, à l'instant, évidemment, il y a tout ce que vient d'expliquer Pierre Aski, qui est parfaitement exact. Est-ce que ça va faire changer l'opinion que les populations mondiales ont de lui? Ce n'est pas du tout sûr. Il y a quand même beaucoup d'antécédents et de crispations. Au plan intérieur, il a profité du mondial pour annoncer un allongement de l'âge de départ à la retraite. Et il y a eu un début de manifestation et depuis, on n'en a plus parlé. Donc, est-ce que ceci va reprendre
à partir des questions sociales, de la question sociale, parce qu'à force de dépenser de l'argent dans des opérations guerrières, vraisemblablement, on serre la vis aussi sur les enjeux sociaux à l'intérieur du pays. Sans oublier que certains se demandent comment il a verrouillé à ce point sur le plan sécuritaire. Vous parliez de hooligans russes, ils existent ces hooligans russes. Que s'est-il passé? Comment ne sont-ils pas apparus au grand jour? Comment n'y a-t-il pas eu de casse? Jamais. Oui, ça, on ne sait pas. Il y a des services. Oui, mais c'est du coup inquiétant. Je pense qu'on peut faire confiance à Vladimir Poutine pour organiser la sécurité. Je pense qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut avoir des doutes, mais pas sur le plan de la sécurité intérieure. Et là-dessus, effectivement, ces services se sont révélés extraordinairement efficaces. Parce qu'il y avait les hooligans et des menaces terroristes aussi. Et le seul couac de ces semaines de compétition, ça a été cette irruption des Pussy Riot pendant le match de finale, dont on... Un groupe féministe, je le dis pour nos téléspectateurs, les Pussy Riot, effectivement. 4 sont apparus sur le terrain hier soir, il me semble. Qui étaient affublés du même uniforme que les policiers qui étaient de garde à l'intérieur du stade, donc, et qui sont maintenant poursuivis d'ailleurs pour usurpation d'identité, de port illégal d'uniforme, etc. Bon, elles en ont vu d'autres. C'est l'un des petits couacs. Mais c'était quand même un tout petit rappel, une sorte de piqûre de rappel que voilà, tout n'est pas rose au royaume de M. Poutine, même si, il faut bien le dire, la chronologie des événements le sert, puisque il est à peine auréolé de cette Coupe du Monde réussie qu'il rencontre Donald Trump le lendemain, aujourd'hui même, et que le simple fait qu'il y ait cette rencontre est pour lui un vrai bonus sur le plan diplomatique. On y vient tout de suite, Vladimir Poutine et Donald Trump qui se rencontraient justement aujourd'hui à Helsinki en Finlande. Premier tête-à-tête qui ne se soit pas organisé en marge d'une rencontre internationale, et il semblerait que tout se soit très très bien passé. Je viens de conclure une réunion avec le président Poutine sur une série de questions critiques pour nos deux pays. Nous avons eu un dialogue direct, ouvert et très productif. Ça s'est très bien passé. Voilà, que des expressions très bien passées, mieux que super, a même déclaré Sergueï Lavrov. Est-ce que cette rencontre peut être un tournant? Est-ce que c'est l'annonce d'un nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et la Russie? Patrick Le Yarrick. Bon, là, c'est pareil. Le président des États-Unis est tellement versatile qu'il peut déclarer ceci ce soir et autre chose dans la nuit, dans 2 jours. Oui, parce que les séquences sur la scène internationale ces dernières semaines sont quand même extrêmement complexes. Son attitude à l'occasion du sommet de l'OTAN, son attitude vis-à-vis du gouvernement de Madame May, peut-être ont-ils tous les deux en commun la volonté de marginaliser l'Union européenne ou les institutions européennes. Les décisions de M. Trump en ce qui concerne les échanges internationaux, manifestement, ont été, en tout cas, l'augmentation des taxes sur l'acier va pénaliser assez considérablement, sans doute les Chinois, mais beaucoup l'Allemagne, qui est notamment son industrie automobile, laquelle Allemagne aura tendance vraisemblablement elle-même à se tourner vers la Russie et la Chine. Donc il se joue en ce moment un jeu de domino assez complexe auquel il faut ajouter évidemment la situation au Proche et au Moyen-Orient, les enjeux de l'accord sur le nucléaire iranien et évidemment les enjeux de la poursuite de la guerre ou enfin la paix en Syrie. Oui, parce que les sujets qui fâchent entre les deux pays ne manquent pas du tout. Et il semblerait que cette rencontre ait changé la donne. Les deux hommes ont des mots très forts. Hein. Oui, ce qui est, je dirais, une bonne raison de s'inquiéter de cette rencontre, c'est que autant on aurait toutes les raisons de souhaiter que les États-Unis et la Russie s'entendent. Le monde ne pourrait s'en porter que mieux. Sauf que ça se déroule dans un contexte où, effectivement, comme l'a rappelé Patrick Le Yarrick, l'attitude de Trump, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, il l'a déclaré il y a 48 heures dans une interview télévisée aux États-Unis, qu'il considérait que l'Union européenne était une ennemie. C'est un mot fort, alors même s'il place ça sur le terrain commercial essentiellement, mais son attitude au sommet de l'OTAN a été tout aussi hostile, agressive vis-à-vis de
ses alliés, entre guillemets. Et une bonne préparation de retrouvailles américano-russes aurait été justement de préparer ça avec les Européens, par exemple. Or, il fait le contraire. Il casse l'Europe pour aller ensuite faire ami-ami avec Vladimir Poutine. Et en fait, ces deux hommes se ressemblent, c'est-à-dire que ce sont des unilatéralistes, tous les deux. Ils considèrent que l'échiquier de la scène internationale est un échiquier sur lequel on agit par la force. Et c'est leur vision du monde. Au cours du sommet de l'OTAN, il y a des tas d'infos qui commencent à sortir sur le déroulé dans les coulisses. Et à un moment, Trump s'est énervé et il a mis en cause tous les Européens. Il s'est tourné vers le seul homme dont il a dit qu'il respectait. C'était le président Erdogan de Turquie, qui est effectivement un homme fort au sens autoritaire du terme. Et donc, on a cette même vision aujourd'hui à la Maison-Blanche, parce que la Maison-Blanche, c'est pas tous les États-Unis en ce moment, mais c'est quand même le chef de l'exécutif, et à Moscou. Et ça n'est pas fait, en tout cas surtout pour nous, Européens, ça n'est pas fait pour nous rassurer, parce que nous avons, à l'Est comme à l'Ouest, des puissances fortes qui veulent la dislocation de l'Union européenne et qui préfèrent nous vassaliser d'une manière ou d'une autre. Et je pense que dans le jeu de domino dont parlait Patrick Le Yarrick tout à l'heure, il y a une sorte... on a parlé de nouveau Yalta, je pense que c'est totalement excessif. Et Yalta, c'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la division du monde en sphères d'influence entre soviétiques et américains. On n'en est pas là. Mais on est quand même dans l'émergence de ces deux pôles puissants et une Europe qui, aujourd'hui, subit plus qu'elle n'est capable d'agir. Patrick Le Yarrick, en quelques secondes, vous partagez ces inquiétudes pour l'Europe vassalisée? Oui, il faut pas mettre ce risque, ce processus de côté, d'autant que l'Union européenne est en difficulté elle-même sur une multitude de questions. Elle est en difficulté au plan extérieur où elle n'est pas considérée comme il se devrait, mais elle est au plan intérieur également, puisque par les populations la rejettent. Et certes, le mot Yalta est trop fort, mais dans les stratégies aujourd'hui qui sont en train de se mener, il y a celle du protectionnisme de M. Trump. D'un autre côté, la Russie aujourd'hui veut aller au-delà de son projet de ce qu'on appelait l'Eurasie, pour aller vers le Proche et le Moyen-Orient et même l'Afrique. Et on ne manquera pas d'y revenir. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées.